Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode sur l'hérésie d'Horus. Alors, ce qu'il faut savoir en tout premier lieu, c'est qu'il y a plusieurs collections de livres qui traitent de l'hérésie d'Horus. Il y a d'abord les livres Horus Hérésie, qui traitent du début de l'hérésie jusqu'à l'arrivée des ennemis dans le système solaire. Puis, il y a la collection Le Siège de Terra, qui parle de la conquête du système solaire par les renégats, pour finir par le siège de Terra. En gros, Horus Hérésie, c'est le début de l'histoire, et le siège de Terra, c'est suite et fin. Il existe aussi une autre collection, la collection Primarque. Cette collection traite d'un Primarque par roman, mais les histoires se déroulent plus ou moins sur toute la timeline, parfois avant, parfois pendant l'hérésie d'Horus. Il faut savoir que la timeline, c'est pas une frise chronologique toute plate. Voilà, je vais essayer de vous montrer, de vous afficher un peu la timeline. On va remercier Black Library France pour toute cette recherche, c'est vraiment top, ça peut m'aider. Et donc, comme vous le voyez, c'est le bordel. Au niveau des conseils de lecture, je vous conseille de commencer par la série Horus Hérésie, dans l'ordre de parution. C'est le meilleur moyen de commencer. Sachez, pour finir, que très peu de temps avant mon enregistrement, le premier tome de l'hérésie d'Horus est disponible en audiobook en français. C'est sur Audible, je crois. J'ai pas eu le temps de tester. Quoi qu'il en soit, pour ce premier épisode, j'ai fait le choix de ne pas respecter l'ordre de lecture, et ce pour deux raisons. Comme je vous l'ai dit, les romans ne sont pas forcément chronologiques. Si vous lisez les romans dans l'ordre, vous aurez des tomes qui se passeront avant ceux que vous aurez déjà lus. J'ai fait le choix de traiter l'histoire dans l'ordre chronologique des faits. Ce sera plus simple si vous avez besoin d'un rappel, ou juste pour suivre le déroulement de l'histoire de manière plus limpide. Avant de commencer, je vous demanderai de ne rien spoiler de la suite en commentaire. Respectez les copains qui ne connaissent pas la suite de l'histoire. À chaque épisode, on se basera uniquement sur le roman traité dans la vidéo dédiée, ainsi que sur les précédents tomes. Je vais commencer par la section sans spoil, pour vous conseiller ou non ce livre, puis je le résumerai, et vous en donnerez des clés de compréhension, et mon avis en m'appuyant sur le scénario. C'est parti. Alors, est-ce que je conseillerais ce livre pour commencer l'hérésie d'Horus? Genre, vous avez jamais lu de livre, vous commencez par celui-là. Disons que c'est un moyen alternatif. Voilà, si vous faites le choix de ne pas lire dans l'ordre, c'est le deuxième choix qui s'offre à vous. Je pense qu'il n'y a que ces deux-là. Enfin, après, c'est comme tout dans toutes mes vidéos, hein, c'est que mon avis à moi. Disons que rien qu'en lisant l'arrière du bouquin, que je voulais juste vous lire pour vous mettre dans le bain, je me rends compte qu'il y a quand même il y a du gros spoil bien sale. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'ordre de lecture normal, vous en aurez aussi, en fait. Donc l'idéal, ça serait de lire ce bouquin. D'ailleurs, j'ai même pas dit de quel bouquin on allait parler. On va parler de Lorgar. Ce bouquin, je vous le conseillerais plutôt quand vous avez lu les 15 premiers de l'hérésie d'Horus. Voilà, comme ça, vous vous mettez à l'abri des plus gros spoils, même si, bon, dans l'ordre normal, vous aurez quand même quelques petits spoils. C'est d'ailleurs pour ça la frise chronologique de Black Library France, c'est pour essayer d'éviter les spoils. Donc vous pourrez la récupérer là-bas, ou lire dans l'ordre, ou faire comme moi, c'est vous qui voyez, mais je vous conseillerais quand même de lire dans l'ordre de parution, c'est quand même le plus simple. Alors, qu'est-ce qui vaut ce livre? Écoutez, du coup, je vais plutôt partir du principe que vous avez lu un petit peu de bouquin, mais que vous n'avez pas lu celui-là. C'est franchement pas mal. L'histoire se suit bien. Le seul truc qu'il y a, c'est que voilà, si vous n'avez pas lu les 15 premiers tomes, comment dire, il y a deux timelines en fait dans ce bouquin. Il y en a une qui se passe à une période, et l'autre qui se passe quand même bien plus tard, et c'est cette partie-là qui pose problème en fait. Parce que si vous n'avez pas lu les 15 premiers tomes de l'hérésie d'Horus,
Vous allez bien voir venir le truc, et si vous lisez l'arrière du bouquin, c'est encore pire que le bouquin lui-même. C'est une logique que j'ai pas. Surtout que les passages dans le futur, on va dire, ils sont quand même, je trouve, relativement optionnels en fait. Donc je me dis pourquoi avoir écrit ça à l'arrière du bouquin et pourquoi avoir mis les passages dans le futur, parce qu'au final, ça n'apporte rien, ça ne change rien à la qualité du livre en fait. Et même pire, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la collection des livres Primark, en tout cas de ce que j'en ai lu, et j'en ai lu plus de la moitié, j'ai pas encore fini complètement, mais il m'en reste plus beaucoup, c'est de qualité, on va dire, dans l'ensemble, ils sont quand même tous intéressants, mais ça reste quand même plus ou moins pertinent, on va dire. Ça mise pas sur les mêmes choses. Et celui-là, ce qui est bizarre, c'est que je le trouve d'une importance... il est quand même très important pour avoir un peu les tenants, les aboutissants de toute cette histoire. Et c'est bizarre qu'il ait fait de cette manière-là. Moi, je l'aurais plus vu dans la collection Horus Heresy, pour le coup, donc, comme d'autres livres de la collection Primark, d'ailleurs. J'ai pas trop la logique de cette collection-là. Je sais pas, j'aurais mis des trucs plus optionnels que ça. Mais c'est mon point de vue, donc... Il est important, je trouve. Il apporte des choses intéressantes. Lisez les 15 premiers d'abord, de préférence. Et si vraiment, par dépit, ou que en votre âme et conscience, vous vous dites c'est pas grave, je me fais spoiler, mais je commence chronologiquement. Voilà, c'est un choix qui s'offre à vous, c'est bien écrit. Franchement, ça va. C'est d'un... Comment dire, si on compare avec tous les romans que j'ai lus de 30K, pour le coup, je lui mettrais un peu plus que la moyenne. Je l'ai plus apprécié que pas mal d'autres. C'est pas mal. Même s'il y a des choses qui restent assez convenues et tout, c'est assez bien écrit. Le groupe de personnages est plutôt restreint. C'est très... comment dire, on les suit bien, il y a une vraie évolution. C'est vraiment pas mal. Et il y a des choses qui se dessinent qui sont très intéressantes. Mais voilà. Lisez-le si vous avez lu les 15 premiers. Sinon, à vos risques et périls. Mais voilà, il est pas mal. Je propose qu'on passe à la version spoil. Donc du coup, voilà. Pour ceux qui hésitent, faites comme vous voulez. Je vous ai donné mon avis. N'hésitez pas, les autres, à poster votre avis en commentaire, sans spoil, s'il vous plaît, pour les autres. Pensez vraiment aux autres. C'est vraiment important pour moi que chacun s'y retrouve, quoi. Ou si quelqu'un demande à être spoilé, mettez des balises, faites quelque chose, mais je veux pas pourrir l'aventure des autres, c'est dommage. Moi, j'ai réussi à ne rien me faire spoiler, mais voilà. Respectez ça. Allez, je vous ai laissé le temps de fuir, pauvre fou, donc maintenant, on va basculer au mode spoil. Notre histoire commence sur Colchis, une planète désertique. Du sable à perte de vue. Un camp se trouve là. Un groupe de nomades, appelés réprouvés car bannis des grandes villes, mènent leur vie tranquille. Ils astiquent des fétiches, cernés par 4 totems représentant les 4 puissances. Fan Morgai, le chef de ce groupe, réunit son clan, car il aperçoit quelque chose au loin. Une caravane arrive. Ils paniquent et prennent secrètement les armes. La caravane est constituée de plusieurs véhicules, dont le plus imposant est un temple sur roue avec à son sommet le symbole d'un livre brûlé. Le symbole du Covenant de Varadesh, l'une des croyances des villes de Colchis. La caravane contient des hommes armés. Des haut-parleurs situés sur le temple roulant préviennent les réprouvés qu'ils doivent s'estimer heureux car le porteur de la parole vient à eux. Corphéron, le porteur de la parole, apparaît. Il porte des vêtements en lambeaux, les mêmes qu'on lui avait arrachés lors de son bannissement de Varadesh. Il descend du temple pour parler aux réprouvés. Ces derniers présentèrent de l'eau à Corphéron, en signe de bon accueil. Corphéron est satisfait de cet accueil, car ils sont rares depuis son bannissement du Covenant à cause de sa vision de la religion. Sa mission est dorénavant de porter la parole à tous les nomades, en recrutant un maximum de fidèles. Les 2 groupes se présentèrent. Corphéron débuta son sermon, parlant de puissances divines issues de l'Empyrée, et du plan que ces puissances ont pour chacun de nous, indiquant qu'il s'agit de la vérité. Les nomades furent captivés par Corphéron et son éloquence.
ils se rapprochèrent en masse. Corphéron indique que chaque homme est un engrenage dans les vastes plans des dieux, et que chacun a son destin. Il indique également qu'un élu au-dessus des hommes viendra. Fan Morgaï trembla. Corphéron le remarqua. Il remarqua aussi que plusieurs personnes observaient un même point de leur camp. Corphéron, intrigué, avança vers Fan Morgaï et lui indiqua que quand les dieux se pencheront sur lui, il ne faudra pas qu'il ait de secret. Il lui demande s'il en a un, en l'intimidant. Fan Morgaï répondit qu'il ne pensait pas à mal, qu'il ne voulait pas offenser les dieux, puis se tourna vers la tente principale et demanda à quelqu'un de sortir. Un enfant sortit de la tente. Quand Corphéron croisa son regard, il y vit des yeux violets parmi un visage doré, et la lumière des puissances l'aveugla. Il tomba comme sous l'effet d'un coup de poing. Les gardes de Corphéron sécurisèrent la zone. Ce dernier reprocha à Fan Morgaï de cacher l'enfant aux dieux, en citant 4, Tézen, Slanat, Kaan et Narag. Il dit que cet enfant est de nature divine. Fan Morgaï acquiesça, car il a trouvé l'enfant à l'état de nourrisson, et ce dernier a grandi anormalement vite. Corphéron indique que le garçon devrait venir avec lui, que les dieux l'ont mis sur sa route, et que Fan Morgaï a rempli son rôle en s'en occupant, mais qu'il fallait lui laisser maintenant. L'enfant demanda si on pouvait lui demander son avis, indiquant à Corphéron qu'il pouvait le regarder sans crainte à présent. Fan Morgaï parla au garçon, indiquant son nom. Il s'appelle Lorgar. Corphéron demanda à Lorgar s'il viendra avec lui. Le garçon lui répondit qu'il savait être différent, unique, et qu'il viendra pour apprendre qui il est. Fan Morgaï pleura de cette décision. Corphéron se voyait déjà revenir à Varadesh, d'où il avait été banni, accompagné de ce Lorgar, cet être divin, et prendre la place qui lui revient. Il ne faut pas que le monde apprenne son existence pour l'instant. Alors, Corphéron fit abattre tous les réprouvés du camp. Lorgar resta impassible devant cette scène. Une fois sur le temple sur roue, Corphéron montrera ses esclaves à Lorgar, en lui expliquant que si les dieux voyaient en eux autre chose, ils ne seraient pas esclaves. Il donna des robes d'initié à Lorgar, et ce dernier lui demanda s'il allait être esclave, lui aussi. Corphéron répondit que oui, afin qu'il comprenne que nous sommes tous esclaves des dieux. Un peu plus tard, Néro, un des esclaves, observa Lorgar. Ce dernier regardait tout autour de lui sans s'arrêter. Néro lui demanda ce qu'il cherchait. Lorgar lui répondit qu'il cherchait tout. Il voyait et entendait tout, bien au-delà des capacités humaines. Il connaissait déjà le nom de toutes les personnes présentes autour de lui. De son côté, Corphéron se voyait déjà retourner à Varadesh avec Lorgar à ses côtés, pour non seulement mettre fin à son exil, mais aussi pour prendre le pouvoir. Pour sa première leçon auprès de Corphéron, Lorgar demanda s'il allait apprendre à lire. Son maître lui fit comprendre que c'était lui qui poserait les questions. Lorgar écouta attentivement les prières et les imprima directement dans son esprit, capable de les réciter à tout moment. Corphéron le frappa, en lui disant que réciter n'était pas suffisant, mais qu'il fallait surtout comprendre. Il ordonna à Axata, le chef des gardes de Corphéron, de le fouetter. Dans le pont inférieur du temple sur roue, Lorgar pleurait dans l'obscurité. Il dit à Néro qu'il avait juste appris les textes. Néro lui demanda où Lorgar avait mal. Ce dernier lui désigna son cœur et son esprit. Néro regarda le dos de Lorgar. Rien. Il lui dit qu'Axata doit bien l'apprécier.
Lorgar lui répond que ce n'est pas là qu'il a mal, mais dans ses cœurs. Nero le corrige en lui disant qu'il devait vouloir dire son cœur. Lorgar lui répond qu'il entend le cœur de tout le monde ici, mais que chez lui, il en entend deux. Nero se pencha alors sur sa poitrine et regarda à nouveau Lorgar qui lui sourit. Effectivement, il a entendu deux cœurs. Il se demandait ce qu'il découvrirait d'autre, et était persuadé que Lorgar avait été créé par les dieux pour un but précis. Un peu plus tard, quelqu'un frappe à la porte de Corphéron. Il s'agissait d'Axata, qui lui fit part de l'étrangeté de Lorgar, et demanda pourquoi il était là. Corphéron lui répondit qu'il était justement là pour le définir. Axata finit par lui demander s'il souhaitait détruire le Covenant qui l'a exilé. Ce à quoi Corphéron répond que non, il souhaiterait plutôt le changer. Les esclaves ont entendu le plan de Corphéron. Ils se disent qu'ils peuvent apprendre autre chose à Lorgar, comme la compassion, car il peut être le sauveur de Colchis et pas l'instrument de son maître. La caravane continua son périple. Lorgar apprit beaucoup de choses et prit beaucoup de coups de fouet. Sa croissance était impressionnante. Il rivalisait déjà en carrure avec Axata. Lorgar avait une soif insatiable de connaissances. Les esclaves profitèrent de la proximité pour lui apprendre toute la culture et le folklore de Colchis. La caravane s'arrêta à un oasis pour faire le plein d'eau. Les esclaves, épuisés, avaient du mal à remplir les tonneaux. Lorgar poussa les esclaves et les remplissa, et les déplaça avec une facilité déconcertante. Soulager ses amis via une activité physique lui fit le plus grand bien. Il continua en chantant des chants connus des esclaves et furent repris par ces derniers. La tâche fut faite dans la bonne humeur. Corphéron assista à tout ça et entra dans une colère noire. Il demanda à Axata de fouetter les esclaves. Corphéron demanda à Lorgar de prêter serment en fixant l'Empyréan, d'apprendre la parole et la vérité et de servir les dieux, puis le fit fouetter. Approchant d'une autre oasis, ils virent d'autres caravanes. Lorgar sortit pour regarder, mais Corphéron voulait que personne ne le voie. Il attrapa Lorgar par sa robe, la lui retirant. Là, il vit qu'il n'avait aucune des blessures dues au fouet. Il gifla Lorgar, qui rentra se cacher. Axata avait dû retenir ses coups, par compassion. Il dit à Axata qu'il était déçu, et dit à Lorgar de venir, torse nu, puis demanda à Axata de ramener 5 de ses hommes avec des masses cette fois-ci. Ils frappèrent Lorgar jusqu'à épuisement. Corphéron regardait Lorgar pleurer, en sang. Ils arrivèrent plus tard dans une zone appelée le désert funeste, car ce lieu est habité par une créature légendaire appelée Ver Royal, que le peuple vénérait comme un dieu, une incarnation des puissances. Nero profita du voyage pour prévenir Lorgar que Corphéron avait peur qu'il le surpasse. De son côté, Lorgar continuait de grandir et mangeait beaucoup plus que les autres. Les esclaves donnaient une partie de leur repas à Lorgar pour l'aider. 20 jours après que Corphéron ait découvert Lorgar, ce dernier était passé d'enfant à adolescent. Lorgar dit à Nero que Corphéron a fait de lui ce qu'il est, grâce à ses enseignements. Nero lui répond qu'il a une destinée plus glorieuse que n'importe quel mortel, et que beaucoup aimeraient se servir de lui. Lorgar lui demande alors à quel saint il voudrait le vouer, ce à quoi Nero lui répond qu'il voudrait que tout le monde soit libre. Plus tard, Lorgar atteindra la taille adulte. Il avait beau posséder de nombreux dons, il restait juvénile et innocent psychologiquement. Corphéron commença à ressentir une relation père-fils avec Lorgar,
qu'il s'efforça de réprimer. Il abreuvait le jeune prodige de ses leçons, et ce dernier n'en avait jamais assez. Au bout d'un moment, il demanda à son maître s'il pouvait lire par lui-même, plutôt que de laisser Corphéron le faire. Corphéron lui demanda lequel il souhaiterait lire. L'Orgar lui désigna des livres écrits dans un dialecte étranger que personne n'a jamais déchiffré, en indiquant qu'il aimerait essayer. Il supplia Corphéron en l'appelant père. Le maître se sentit fier et aimé, puis se ressaisit en tant que serviteur des dieux, et s'emporta. Il rejeta l'Orgar en lui disant de ne jamais le tenter par ses flatteries. Il ne laisserait pas sa discipline s'émousser. Il appela Axata pour punir l'Orgar. Ce dernier lui dit que les gardes sont réticents à le punir. L'Orgar rassura Axata en lui disant qu'il ne lui en voudrait pas et qu'il ne lui fera aucun mal. Sentant une révolte poindre à l'horizon, Corphéron convoqua tout le monde. Il demanda aux gardes s'ils oseraient le trahir. Les gardes répondirent qu'ils ne voulaient pas frapper un enfant des dieux. Corphéron répondit que c'était lui qui était guidé par les dieux, que c'était lui le maître, et qu'il ferait trancher les mains de ceux qui désobéiraient. Axata présenta ses mains et dit qu'il ne frapperait pas l'Orgar. Corphéron fut capturé par ses convertis et allait être pendu. Certains pensent à le tuer, d'autres à l'exiler. Les convertis décident que si les dieux considéraient Corphéron, ils enverraient un sauveur. À ce moment-là, l'Orgar demanda qu'on libère son père. D'autres lui répondirent que le cadavre de son vrai père était dans le désert. Axata, persuadé que l'Orgar était le vrai porteur de la parole, demanda aux autres de libérer Corphéron. En un éclair, l'Orgar tua tous ceux qui menaçaient son père. Tout le monde fut horrifié, en état de choc. Corphéron resta bouche bée. L'un des rebelles survivants tira sur l'Orgar, le blessant à l'épaule, puis les rebelles prirent la fuite. Corphéron alla s'occuper de l'Orgar en l'appelant fils. L'Orgar lui dit qu'ils sont maintenant en sécurité, ce à quoi son père répondit qu'il suffisait d'un seul survivant pour que le monde connaisse son existence. L'Orgar était trop naïf. L'Orgar était en danger. Il fut décidé de pourchasser les fuyards. L'Orgar fouilla dans les pièces de rechange des véhicules et prit un essieu et une tête d'encensoir, et en fit une masse. Puis, il partit seul dans le désert pour tuer les survivants. Pendant son absence, les esclaves ont demandé à être armés pour pouvoir défendre la caravane. Un entre-deux fut trouvé. Les esclaves n'auraient plus de sévices, mais en échange, ne tenteraient aucune mutinerie. Aucun des deux groupes n'était assez nombreux pour survivre dans ce désert. Au bout d'un moment, le groupe pensa que l'Orgar était mort. Il aurait déjà dû revenir. Corphéron s'en voulut d'avoir envoyé son fils à la mort et privé ce monde du don sublime des puissances. Il prit les livres non traduisibles et regarda sa lampe à huile. Il voulut les brûler. Mais Axata entra avant qu'il le fasse, pour annoncer que l'Orgar était revenu vivant. L'Orgar revint voir Corphéron et lui dit qu'il n'y a plus de survivants. Corphéron, sentant une fois de plus qu'il était passé près d'une autre mutinerie si l'Orgar était mort, s'agenouilla devant ce dernier, le proclamant porteur de la parole à sa place. À son nouveau poste, l'Orgar parvenait bien plus facilement à recruter des fidèles pour la caravane. Leur effectif avait doublé seulement 8 jours après sa nomination. L'Orgar était épanoui, éprouvait de la compassion et parvenait à la transmettre. Plus tard, l'Orgar annonça à Corphéron qu'il avait fini de traduire un de ses livres et qu'il pense qu'il n'est pas d'origine humaine. Plus tard, l'Orgar grandit encore et fut le plus grand de la caravane.
Quelque chose le travaillait. Il n'était pas sûr de bien interpréter la volonté des puissances. Lorgar pense qu'ils se sont égarés, que la vérité ne se trouve pas dans les livres, mais dans les étoiles. Puis, pendant sa conversation avec son père, Lorgar resta pensif. Corphéron lui demanda ce qui n'allait pas, et Lorgar lui demanda s'il entendait la mélodie. Son père répondit que non, et l'esprit de Lorgar resta longuement absent. Tout à coup, il poussa un cri et tomba net, les yeux écarquillés et les mains sur les tempes. Corphéron s'occupa de lui, et la crise passa. Lorgar lui dit alors qu'il a vu et entendu la vérité, qu'il a entendu la chanson de l'Empyréan. Il lui dit que l'unique arrive. La fin est le commencement, et qu'il était vêtu d'or. Corphéron lui dira de garder ça pour lui, et qu'il est le porteur de la parole, celui qui fera disparaître les ténèbres. Il doit s'attaquer au Covenant, la croyance principale de la planète. Lorgar lui dit qu'ils partent pour Varadesh, l'occasion pour Corphéron de se venger de son exil. Lorgar dit qu'ils doivent d'abord monter une armée, et qu'il portera le nouveau credo, la vérité de l'unique. Il compte recruter des esclaves en masse. Corphéron n'approuva pas, mais n'eut pas le choix. Ils arrivèrent dans un campement bien armé du Covenant, où des soldats armés et technologiquement bien équipés les attendaient. Une femme richement vêtue approcha de la caravane, leur interdisant le passage. Corphéron lui dit qu'elle n'a rien à revendiquer, et fut pris pour cible. Lorgar tua la femme pour défendre son père, et une guerre se déclencha, dont la caravane sortit victorieuse grâce à Lorgar et aux esclaves qui se sont armés pendant la bataille. L'ennemi se retrancha, et Corphéron savait qu'il ne possédait aucune arme qui leur permettrait de passer. À ce moment-là, Lorgar lui répondit qu'une seule voie réussirait là où la plus puissante des armes échouerait. Des haut-parleurs furent installés. Il fit un discours destiné aux esclaves du camp adverse, leur disant que le Covenant s'est interposé entre eux et les dieux, et que l'unique arrive. Qu'ils sont les seuls à pouvoir se débarrasser de leurs chaînes et à connaître leurs vertus, et qu'une fois libérés, l'unique viendra leur délivrer la vérité, et que chaque homme est son serviteur, qui le jugera non pas par son statut, mais par ses actes. Ils seront tous acceptés par l'unique pour bâtir avec raison. Ils n'ont rien à perdre, hormis leur chaîne. Il continua ainsi à parler des heures sans s'arrêter. Des milliers d'esclaves sortirent des mines, équipés grâce au pillage sur les gardes. Dans son ambition, Corphéron proposa d'attaquer maintenant Varadesh et de placer Lorgar en ecclésiarque, lui-même en archidiacre, ce qui signifie seigneur de Varadesh, la ville qu'il a exilée, et Axata sera diacre de guerre. Il aura comme ça une bonne partie du pouvoir. Lorgar acquiesça, au nom de la vérité et de l'unique. Corphéron le regarda. Il ne croyait pas en l'unique, même si les visions de Lorgar s'étaient poursuivies et intensifiées. Mais il répéta tout de même ces mots. Ils avaient maintenant 5000 esclaves avec eux, mais les ressources manquaient. On leur a répondu que les puissances reconnaîtront les plus forts. Lorgar fut encore en proie à une vision, mais cette fois, l'unique doré n'était pas seul. Il était accompagné par un magus, un magicien, habillé de bleu, et qui n'avait qu'un seul œil. Ils continuèrent leur route, s'attaquant à toute résistance, mais en recrutant les esclaves. Ils avaient dorénavant une armée de 30 000 hommes. Ils arrivèrent au cratère du Chagrin, habité par le ver royal, une créature monstrueuse qui dévore les nomades qui s'y aventurent. Ils rencontrèrent la créature, longue de 200 mètres, et couverte d'écailles rouges et or. Lorgar fonça sur la créature, qui le dévora. Corphéron tomba à genoux et lâcha son arme. Soudain, la créature s'effondra, et Lorgar ressortit de sa gueule, la peau couverte de bave acide, et demanda aux autres de ne pas le toucher. Il commençait à perdre sa peau et se roula dans le sable, puis se fit soigner.
Axata et d'autres personnes partirent prélever des écailles pour faire un panneau indiquant aux voyageurs où se trouve le tueur de la créature. Lorgar mesurait dorénavant 2,10 m, mais personne ne savait s'il continuerait à grandir. Ils arrivèrent enfin à Varadesh, qui comptait au moins 1 million d'habitants et le triple d'esclaves. Ils furent stoppés par des gardes et des prêtres, qui demandèrent où était le géant. Corphéron demanda pourquoi il les bloquait, ce à quoi on lui répondit qu'il n'en était rien, et que Varadesh était prête à accueillir son nouveau seigneur. Lorgar, qui mesurait dorénavant 3 mètres, prit le pouvoir avec Corphéron. Plus tard, Lorgar fit un discours expliquant que Varadesh n'était que le début, et qu'il fallait unifier la planète tout entière pour que l'unique se manifeste. Lorgar décida de partir pour unifier Kolchis, laissant Varadesh sous la tutelle de Corphéron, qui en était ravi. Nero viendra prévenir Lorgar du fait qu'il a laissé trop de pouvoir à Corphéron, et que ce dernier n'a toujours servi que sa propre personne. Lorgar répondit à Nero qu'il avait fait pareil, qu'il l'avait suivi pour être libéré. Lorgar partit, en promettant de ne revenir qu'une fois Kolchis uni. Des cités entières rejoignirent Lorgar, d'autres durent être rasées. Lorgar envoyait ses disciples à Varadesh afin de construire des routes, des monastères et bien d'autres choses encore. Au bout de 4 ans, Lorgar possédait une armée de plusieurs centaines de milliers d'hommes. Nero, toujours aux côtés de Lorgar, prit la place de confident à la place de Corphéron. Lorgar dit à Nero que le prix de la vérité commençait à être trop élevé. Il y avait trop de gens à tuer. Mais il continua, et plus il avançait, plus les visions étaient fréquentes. Nero s'inquiéta de Lorgar, et envoya un message à Corphéron pour qu'il s'occupe de lui. Il ne reçut aucune réponse, comme si Corphéron s'en moquait. Lorgar entrait en dépression. Il ne restait qu'une seule ville à conquérir, défendue par des magiciens qui invoquent des ouragans de tempête et de foudre, que Lorgar avait toujours pris soin d'éviter. Lorgar finit par revenir à Varadesh 1 an et demi après son départ. Corphéron lui demanda alors si Kolchis était enfin uni. Lorgar répondit que non, et qu'il doute. Ses visions sont de plus en plus présentes, et en plus de l'unique en armure d'or, il y a le magicien, et cela l'inquiète, car la dernière ville est protégée par le même type de personnes. Il se demande s'il ne s'agit pas plutôt d'un avertissement, comme quoi il devrait s'allier plutôt que de combattre. La ville est défendue par les tempêtes depuis des mois. Lorgar ne pense pas que les magiciens veuillent parler. Lorgar demanda à Corphéron ce que ce dernier était en train de faire avant qu'il arrive. Corphéron lui répondit qu'il retranscrivait les paroles de Lorgar pour en faire un livre saint qui remplacerait l'ancien. Bien sûr, c'était un mensonge. Il préparait des transferts de personnel alliés croyant plus aux puissances qu'à l'unique. Lorgar lui reparla de l'unique, et tout en l'écoutant, Corphéron, les mains sous le bureau, fit le signe des 4 puissances pour leur montrer qu'il leur restait fidèle. Lorgar repartit avec Axata, Nero et une bonne partie de son armée. Il leur restait la tempête à passer avant d'atteindre la ville. Ils envoyèrent un chariot blindé, mais celui-ci explosa sous un impact de foudre, dissuadant l'armée d'avancer. Alors, Lorgar s'avança vers la tempête et s'agenouilla, le sable fouettant son visage. Il pria l'unique. Il lui dit que s'il ne l'écoute pas, il donnera l'ordre à son armée de traverser la tempête. Il mourra et Kolchis ne lui appartiendra jamais. Ce n'était ni une menace, ni une demande, juste un fait, selon ce que l'unique désire. Il se releva et armé de la même arme qu'il s'était fabriquée il y a si longtemps, mais refaite, il entra dans la tempête, les éclairs parcourant ses membres. La tempête s'écarta devant lui. Il écarta les bras, et la tempête s'écarta davantage. Lorgar parvint enfin à unifier Kolchis.
Mais ce n'était pas la fin, simplement la conclusion du début. Il rentra à Varadèche, qui débordait d'habitants attendant son retour, malgré la construction d'immenses pans de la ville. Il était attendu par Corfeyron, qui pensait l'unification impossible. Il s'était assuré la souveraineté de Varadèche si Lorgar échouait, mais sa réussite ne fit que cimenter son pouvoir. Lorgar lui dit qu'il sait qu'il reste des gens fidèles aux puissances et non pas à l'unique. Corfeyron stressa et eut peur que Lorgar entende son rythme cardiaque. Lorgar ordonna une purge des dernières poches des anciens croyants. Nero dira que le peuple doit être libre de penser. Corfeyron valide la purge de son côté. Lorgar leur dit que de toute façon, ils ne seront jamais d'accord tous les deux. Corfeyron dira à Lorgar que Nero n'est qu'un esclave. Nero, quant à lui, répondra que Corfeyron se sert de lui depuis le début. Corfeyron frappa Nero, qui dévala les escaliers. En se relevant, Nero sortit une dague pour tuer Corfeyron. Lorgar fracassa le crâne de Nero en deux, le tuant sur le coup. Choqué, Corfeyron regarda Lorgar recouvert du sang de Nero. Lorgar pointa alors le ciel du doigt et dit à Corfeyron que l'unique arrive. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du bouquin ? On va commencer par les points négatifs, parce que y en a moins, et puis voilà, j'ai envie de commencer comme ça. Alors, l'histoire, on va pas se mentir, elle est quand même, il y a quand même pas mal de clichés dedans. Rien que la base de l'histoire, ça fait un peu Notre-Dame de Paris, quoi. On va pas se mentir, les coups de fouet par rapport à la repentance de la foi, des machins dessus. C'est un truc qu'on a vu un bon paquet de fois, quoi. Et aussi le moment où il se fait gober par la créature et que l'autre il tombe à genoux en se disant non mon fils, et que l'autre en fait il le tue de l'intérieur. Mais ça c'est pareil, ça s'est vu 1 million de fois. C'est des petits trucs qui sont quand même voilà, trop clichés pour moi. C'est des trucs déjà vus, revus. Et puis l'univers de Warhammer, il est enfin 30 000 et 40 000, il est quand même suffisamment vaste pour qu'il se passe plein de trucs. C'est la porte ouverte, t'as toutes les possibilités en fait. C'est dommage de se restreindre à ces gros clichés, quoi. C'est un truc que je regrette, surtout que à côté de ça, tu vois, j'aime bien les moments, par exemple quand il est face à la tempête là, des magistères, et qui, grosso modo, il prie l'unique en lui disant, écoute, dans tous les cas j'y vais, c'est à toi de voir si tu veux Colchis ou pas pour toi, quoi. Et il fait un peu une sorte d'acte de foi. Ça c'est un moment qui est pas trop mal écrit, je trouve, et ça compense. Après voilà, c'est mon point de vue. Autre point négatif, la religion, elle est quand même un peu compliquée à comprendre au début. Il faut vraiment, c'est à force qu'on te dise les noms des ci, des là, des nanani, des nanana, tu t'en fais une idée de plus en plus précise, pardon. Mais c'est quand même long à arriver, hein. Au début, tu te dis, putain, mais ils croient en quoi? Ils te sortent 40 millions de trucs. Je trouve que ça aurait mérité, je pense, d'être un peu plus résumé et plutôt dans le bouquin, je trouve. Après, c'est toujours pareil, avis personnel. Au niveau des points positifs, c'est un livre qui se lit, malgré ses clichés, plutôt rapidement en fait. T'as envie de savoir la suite. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais assez. C'est pas le livre que j'ai torché le plus rapidement, mais ça va. C'est pas un livre qu'on subit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est franchement, moi, il y a que les passages dans le futur qui m'ont, voilà. Comme je vous dis, j'ai pas vu l'intérêt à ces passages-là. C'était pas pour autant long, au contraire, les passages dans le futur c'est des moments super courts, ce qui fait qu'en plus je comprends toujours pas ce qu'ils font là, mais non, ça se lit très bien. Autre point positif, c'est qu'il y a peu de personnages, mais par contre ils sont plutôt bien écrits, et contrairement à d'autres romans 30K, où là, t'as une tétrachier de bonhommes, tu sais plus qui est qui, de quoi, de quand. Là, ça va, c'est assez simple à suivre. C'est aussi pour ça que j'ai voulu commencer par celui-là, parce qu'au moins, voilà, on commence, je vous montre le concept, un peu ce que ça donne. Et du coup, les personnages sont intéressants. Moi, j'ai beaucoup aimé Nero, en fait, parce que, alors, je vous ai pas tout dit
dans le résumé, il y a plein de personnages que j'ai pas abordés, enfin plein, pas tant que ça, mais il y a d'autres choses qui se passent et tout. Bien sûr, c'était un résumé. Mais Nero, il est plutôt pas mal parce que au final, c'est un esclave qui était prof avant. Donc tu te dis, les esclaves sont pas forcément d'une certaine classe ou quoi. Enfin, ça peut arriver à tout le monde et tout. Et c'est un peu la conscience de Lorgar. Et en parallèle, en fait, Nero, c'est l'opposé de Corphéron, en gros. Et Corphéron, d'ailleurs, je trouve que j'ai horreur de ce personnage, en fait, mais je trouve qu'il est quand même bien écrit, parce que c'est ce type de personnage qui est écrit pour que tu le détestes, en fait. Il y a des moments où il est quand même un peu cliché, mais il y a d'autres moments où ça va. En fait, ça alterne un petit peu, je pense que c'est voulu, je trouve plutôt bien fait, c'est plutôt pas mal. Et puis même globalement, il y a toute l'ambiance du groupe, toujours pareil, c'est un résumé, je vous ai pas tout dit, mais t'as plusieurs moments de tension, tu veux te dire, il va y avoir une mutinerie et tout, alors t'es jamais vraiment surpris par le bouquin, mais ça se suit, quoi. Et c'est plutôt intéressant de suivre ce tout petit groupe. Encore un point positif, l'air de rien, c'est un bouquin qui parle de la découverte d'un Primarque. Et ça, je pense qu'on s'en lasse pas, en fait. C'est toujours un moment hyper important, et c'est là que quand t'as la découverte d'un Primarque, tu comprends direct son essence, ce qu'il va faire plus tard, tu le comprends quand même plus ou moins, quoi. T'as ses forces, ses faiblesses et tout. Moi, j'ai toujours trouvé ça passionnant. En point positif aussi, alors celui-là, en vrai, j'aurais pu aussi le mettre dans les négatifs. Je m'explique. C'est que je trouve que, justement, pour un Primarque, Lorgar, il bénéficie d'un traitement plutôt original. D'habitude, voilà, sans spoiler quoi que ce soit, mais un Primarque, quand on le découvre, c'est déjà un peu un Chuck Norris dans l'idée, quoi. Pas forcément sur tout, mais il y a pas mal de domaines où les gars sont très très forts. Et là, Lorgar, au début, je me disais, c'est intéressant, et il est pas aussi fort pas aussi fort, comment dire. C'est pas qu'il est pas aussi fort, mais il est moins badass que les autres, quoi, clairement. Il est plus entre l'humain et le Primarque que pleinement dans le Primarque, je trouve. Ceci étant dit, vu que j'ai lu beaucoup de découvertes de Primarque, celui-là, dans ce bouquin, je sais pas pourquoi, mon cerveau, ça l'a fait bugger. Tout le long, quand je lisais le mot Lorgar, c'était remplacé par Tapin. Alors Tapin est allé chercher ses coups de fouet, nanani nanana, parce que le mec, c'est un Primarque qui se fait quand même mettre pas mal à l'amende, et je me disais, putain, c'est un peu trop pour moi. Pour moi, il met un peu trop de temps à vraiment le premier passage où il casse des bouches. Pour moi, il arrive un peu tard, je trouve. Je chipote, hein, mais c'est vrai que là, par exemple, t'as des Primarques, je sais pas moi. Ils viennent de voir les premiers humains, tu vois. C'est les premiers humains qu'ils rencontrent. Ils vont voir une arme, ils vont se dire, ah ok, c'est bon, je l'ai vu, je comprends son mécanisme. Tu vois, c'est ça un Primarque, c'est au-delà de l'humain. T'en as un autre, il va voir, je sais pas moi, il est capable 2 jours après sa naissance, il est capable de te fabriquer une montre, tu vois, ils ont des capacités. Et t'en as un, il va pouvoir te soulever un camion en main nue, un truc comme ça. Et Lorgar, lui, en vrai, il a que la tchatche, en fait, quoi, tu vois, il sait que parler. Alors c'est très bien et c'est très important pour la suite, mais c'est vrai qu'au départ, j'aurais aimé un peu plus, en fait, quand même. Et puis, dernier point, c'est quand même une mise en lumière de la légion des Worldbearers, puisque, voilà, Lorgar sera le Primarque des Worldbearers plus tard. Et finalement, on entend très peu parler de leur passé, et là, c'est un livre qui leur est complètement dédié, donc, il manque quand même des choses, je trouve, des petits trucs, et c'est quand même intéressant d'avoir tout cet aspect, surtout sur la religion. Je trouve que l'explication de la religion, que j'avais mis en point négatif, je trouve que c'est la raison principale de lire ce bouquin, en fait. Et d'ailleurs, j'ai oublié un point négatif, mais j'aurais aimé que le livre s'arrête un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on te parle de l'unique qui arrive, et putain, c'est le moment où tu coupes, mec. Moi, c'est le moment que j'attendais. Allez-y, moi je veux que l'unique il arrive, c'est bon, j'ai tout compris, je veux. Et ce moment arrive pas, donc c'était un peu la frustration de la fin. Mais voilà, non, globalement ça va les gars. Vous pouvez le lire, ça passe crème.
Alors, que nous apprend ce bouquin en dehors de l'histoire principale? Quels sont les petits clins d'œil et les petits secrets qui se cachent dedans? J'en ai repéré un tout petit peu. Alors tout d'abord, à un moment donné, on vous parle du symbole du Covenant de Varadesh, qui est un livre brûlé. Ça sera plus tard le symbole des Wordbearers. Voilà, je vais essayer de vous trouver une photo. Donc voilà, c'est lié à ça. Il y a aussi un passage où Lorgar se fabrique une arme de fortune à base d'essieux et d'encensoir. Et cette arme va évoluer, grosso modo, mais il aura toujours ce type d'arme. Et bien sachez que quand vous regardez la figurine Forge World, vous voyez qu'il va vraiment garder ce type d'arme jusqu'au bout. Donc pareil, tu vois qu'il a une affinité avec ce type d'arme depuis le début, quoi. C'est un petit clin d'œil aussi. Tout au long de l'histoire, à partir du moment où on vous parle de l'unique, je pense que vous avez compris que l'unique, c'est l'empereur qui communique avec Lorgar, malgré la distance, quoi, via pouvoir psychique. Et on vous dit qu'il est accompagné d'un mage qui n'a qu'un seul œil. Ça correspond à une seule description, que d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai pas mis dans la vidéo dédiée, mais Magnus le Rouge, le plus puissant psyker des Primarques, n'a qu'un seul œil. Donc on sait très bien que c'est Magnus et l'empereur qui communiquent avec Lorgar. Donc c'est pour ça que quand je vous disais par rapport aux points positifs, négatifs, je voulais qu'il rencontre les deux, qu'on sache un peu ce qui s'est dit et tout. J'aurais aimé voir l'empereur qui est contre la religion tomber sur un monde religieux et tout. Je trouve qu'il y avait vraiment un truc à faire. Et je sais plus si c'est abordé dans d'autres livres et tout, mais je crois vraiment pas. De mémoire très lointaine, je crois vraiment pas. Et du coup, ça me manquait un peu. J'aurais aimé qu'on appuie un peu là-dessus. Mais bon. Surtout, vu le placement du livre, quand tu lis le derrière et tout, tu te dis, bon, c'était un peu open bar pour ça, les gars, vous pouvez y aller. Pour finir, je trouve que ce qui est intéressant, c'est la passion de Courfeyron pour sa religion. Je parle pas de la religion de l'unique, parce qu'on voit qu'il est un peu en train de simuler là-dessus. Lui, il y a deux trucs qui l'intéressent. C'est sa vengeance auprès du Covenant de Varadesh et sa religion. C'est les puissances qu'il veut servir, les puissances de l'Empyréan, comme il dit. Et d'ailleurs, je me posais une question, parce que il nous a dit qu'il y avait 4 puissances à un moment du livre. On nous parle de Tezen, Slanat, Khan et Narag. Et j'ai envie de vous poser une question. Et si Tezen était Tzinch, Slanat, Slanesh, Khan, Korn et Narag, Nurgle? Au final, est-ce que l'Empyréan ne serait pas simplement le Warp?